raconter une histoire de la tulipe, mais en fait, mon histoire de la tulipe, elle commence à la Verlochère. La petite Raymonde Lacasse naît. Mais pauvre petite crotte, elle a failli pas naître pantoute, là, hein, parce qu'elle pèse même pas 2 livres à la naissance. Puis comme il n'y a pas d'hôpital proche, donc pas d'incubateur, mais on a un four. Hein? Alors, premièrement, vous devez placer la petite Raymonde Lacasse bien au centre du fourneau. Ensuite, sur un autre poêle adjacent, vous aurez pris soin de faire préchauffer 4 fers à repasser de 5 livres chacun, que vous disposez ensuite autour de la petite Raymonde Lacasse afin de créer une chaleur constante. Vous fermez encore ensuite la porte du fourneau. Laissez mijoter durant 2 heures en prenant soin d'arroser régulièrement pour éviter que la viande ne se dessèche. Évidemment, on surveille la petite pour pas qu'elle meure. Même qu'à force de l'observer, on se rend compte qu'elle prend du mieux. Écoutez, l'intérieur noir de ce four-là retenait toujours contenu les odeurs sucrées, épicées, salées, hein, qui étaient toujours contenues à l'intérieur. Et ça rentrait dans les narines de la petite Raymonde pour la nourrir. Des pilons de poulet barbecue, une petite draft de pâté chinois, carré aux dates, quelque chose. Oui, on sauve la petite Raymonde Lacasse. Et là, c'est là, vous savez, dans les contes, des fois, ça peut aller très, très rapidement. Comme là, elle ne tient plus dans une main. Tout de blanc vêtu, on vient de passer 18 ans en 3 secondes. Elle se marie avec M. Côté. Okay? Il décide d'aller rester dans une place, là, en fait, à Saint-Eugène. Okay? Saint-Eugène de Guigues. Puis au bout d'une couple d'années, là, ils ont décidé de s'en aller dans une place bien plus passante, la Tulipe. Fait que là, pour joindre les 2 bouts, ils ont décidé de créer un concept rare. Hein? C'est un restaurant barbier. C'est à peu près la seule place où tu peux vraiment arriver comme un cheveu sur la soupe. Là. Alors, d'un côté, on voyait la chaise monter et descendre du barbier. Hein? Et de l'autre côté, qui sait, vous pensez, qui popotait instinctivement à travailler au fourneau comme s'il était né dedans? Raymonde Lacasse Côté. Et pour ceux qui s'en souviennent, ce que faisait à manger Raymonde, c'était particulièrement impressionnant. Ça faisait la réputation de la Tulipe jusqu'aux confins du Témiscamingue, mais surtout pour ses desserts. Qui n'a pas souvenir de son moelleux gâteau au gruau, au chocolat, au glaçage sucre à la crème, tu sais là, mais surtout quand ça sortait là. Oh, c'était beau, c'était émouvant, c'est cochon, ça tarte au sucre. D'un beau brun, tout parfait. Ouch. Ça serait pas long, OK? Je vais aller la mettre sur le bord du châssis pour qu'elle refroidisse, OK? Ça serait pas long, je reviens dessus. Écoutez, rapidement, c'est devenu une mode, c'est une frénésie, hein, une folie furieuse. Ce qui est gênant, par exemple, avec cette mode-là, c'est que l'énergie de la pointe de tarte au sucre, encore qu'il faut la dépenser. Hein? Il y a toutes sortes de stratégies différentes en place, comme, par exemple, les frères Marcotte au baseball. Les frères Marcotte, ça jouait à Big Ellis. Eux autres, ils emmagasinaient l'énergie de plusieurs tartes au sucre, OK? Pour attendre la partie de balle molle de dimanche après-midi, OK? Ça cramponnait le bâton, là, écoute, là. Ça tapait à balle. S'ils ne faisaient pas 2 coups de circuit par match chacun, c'était pas normal. Tarte au sucre. Le presbytère, gros presbytère, hein, au village, avant, pour ceux qui étaient plus anciens, savaient que c'était à côté du cimetière, c'était pas loin du cimetière, en bas. Hein. Puis là, il fallait le transporter en haut de la côte. La seule chose qu'on avait pour faire ça, c'était 2 chevaux, des picots, tu sais, des chevaux maigres. Écoute, on voyait à travers ces chevaux-là tellement ils étaient maigres.
2 étages, clabard, tu sais. On te le plug 2 tartes au sucre dans le museau chacun. Ça part. Toi-même qui a fallu retenir, il aurait tiré ça jusqu'à Belle-Terre. Tarte au sucre. Et, ah oui, la mine Lorraine. Une mine. On lit dans les rapports. La mine Lorraine a dû fermer ses portes beaucoup plus tôt que prévu à cause de la trop grande efficacité des mineurs. Tarte au sucre. Ah oui, puis la cerise sur le Sunday, OK, c'est sans jeu de mots inutile, là. La cerise sur le Sunday, c'est qu'elle fermait son restaurant vers les 4-5 heures du matin. Hein? Et tu sais, quand tu manges une pointe de tarte au sucre à 4 heures, 4 heures et demie, après, on s'entend-tu que c'est pas possible humainement de dormir après. Hein? Ça fait que l'énergie descend dans le patriote et puis lit se met à craquer, c'est pas long, là. Non, mais on a des preuves, là. Les Gilbert, 12 enfants. Les Rois, 17. Les Trudel, 19. Hein? Ah oui, puis confirmé par une couple de potineux du coin. Misaël Gingras. Incroyable. Misaël Gingras, OK? En 3 lits, on s'entend que c'était remarié. Le seul géniteur, d'après ce qu'on me dit, de 38 enfants vivants. Oh! Ouais. Tarte au sucre. Oh! Oh! Je ne sais pas si à la fin de sa vie, il a fini par le manger au début de la journée au lieu de la fin. En tout cas. Bref. Écoutez, cette histoire-là, à un moment donné, quand je ramassais, parce que moi, je ne suis pas de la tulipe, mais on me racontait toutes sortes d'affaires, je trouvais ça vraiment capoté. Je me disais, y a-t-il une fin? On m'a dit, écoute, Guillaume, ils ont fermé le restaurant en 84, OK, ils ont pris leur retraite, c'est bien normal, c'est correct. Mais il n'y a pas vraiment de fin parce qu'elle a sorti 3200 copies de ses livres de recettes qui contiennent tous la fameuse recette de tarte au sucre. Ce qui fait que les cuisines de tout le monde dans les environs se transforment régulièrement en une espèce de petit restaurant à côté, modernisé, tu sais, quelque part. Donc, finalement, cette histoire-là, je cherchais une fin, puis il n'y en a pas. On a remarqué, moi, ce qui s'est passé dans ces années-là, avec le phénomène de la tarte au sucre complètement délirant, qui fait que même, on avait une recette excellente de tarte au sucre ce soir à souper, c'est pas pour rien. Raymond de la casse-côté. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai, mais en tout cas, à la tulipe, on le disait. Étant donné qu'on est quand même à la tulipe, là, quels sont ceux ici en levant la main qui ont déjà mangé de la tarte au sucre officielle de Raymond de la casse-côté? Une bonne gang, hein? Elle était bonne, hein? Oui, c'est ça. OK. On va sortir un peu, on va rester dans le Témiscamingue, mais on va sortir un peu de l'Est. C'est l'histoire, écoutez, l'histoire d'un pommier. Ouais. L'histoire d'un pommier qui a poussé à Nedlec. Hein? D'une manière aussi improbable qu'on installe du monde dans le nord-ouest d'un pays fret pour cultiver à flanc de montagne, à côté du Wright Creek. Un pommier qui a poussé à l'état sauvage. À côté du Wright Creek. Le Wright Creek. Le Wright Creek. Jeanne, décourage-toi pas. Arrête de pleurer, Jeanne, OK? Arrête, là. C'est pas de notre faute, tout ce qui arrive là, OK? C'est pas de notre faute. Dis-toi ça, là. Accroche-toi comme faux. Le 4 octobre 1922, Émile et Jeanne en sont rendus au désir tremblant de s'embrasser à l'orée du bois, tout près du village. On les cherche à l'école, ils sont les plus vieux. Et pendant ce temps-là, ils sont bien loin de la préoccupation scolaire, ils sont à se regarder les yeux dans les yeux. Et là, Émile sort, une technique de drague incroyable, une belle pomme rouge à Jeanne en guise de cadeau. Là, ça, c'est pour qu'on morte dans la vie à belles dents, puis qu'on vive notre amour au grand jour. C'est pour ça que je te la donne.
Puis le ciel se charge d'une odeur de cendre. On entend crier. La panique devient collective. Il faut suivre le monde qui se dirige tout droit vers le Wright Creek pour s'asperger, pour éviter les flammes, parce que le vent amène des tisons de Haileybury, Ontario, à une vitesse folle. La fin du monde, avec un ciel rouge d'enfer. Ni plus, ni moins. OK, Jeanne. OK, là, accroche-toi bien à la souche, là. Regarde, je vais nous rapprocher du bord, OK? OK. Hey, une minute. C'est monsieur le curé qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur Moreau! Monsieur Moreau, restez pas là! Lâchez vos médailles, puis l'eau bénite, là, venez nous rejoindre. Qu'est-ce que vous faites? Jeanne, tu l'as fumé, ça, ou... Il pleut. C'est fini, Jeanne. C'est fini. La rage du feu s'arrête. Et effectivement, dans les heures suivantes, le vent amène un front froid. Il se met à faire froid, il se met à neiger pour éteindre tout ça. Reste rien. Complètement 12 ans de colonisation à Nedelec rasée par les flammes, excepté l'église préservée par le curé Moreau. La rage du feu a quand même fait 5600 sans-abri au Témiscamingue puis dans le nord de l'Ontario, en rasant le travail de plusieurs années, chaudes larmes versées sur le sol. Puis la belle pomme là, qui a servi à creuser la belle Jeanne, ils ne l'ont jamais retrouvée. Mais on a vu là, par exemple, une couple d'années plus tard, un village complet qui a repoussé à côté d'un pommier. Et ça, remarquez, moi, ce qui s'est passé en 1922, vous devinez qu'avec l'âge que j'ai, je n'étais pas là, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est pas vrai, mais en tout cas, à Nedelec, on le disait. S'ils se sont mariés, certainement. Okay. Parfait. Une troisième et petite dernière avant de faire place à d'autres numéros. Je vais vous raconter, on va rester encore dans le Témiscamingue tantôt, on va revenir dans l'Est, mais il y avait une histoire très particulière qui m'a été racontée dans le coin de Tea Lake, pas tellement loin de Kipawa puis la ville de Témiscamingue. À Tea Lake, dans les années 40-50, on a trouvé un moyen pour payer les réparations puis le chauffage de l'église. C'est de faire un pique-nique municipal familial. Là, je sais que la plupart, vous pensez que c'est un petit tissu carotté campagnard qu'on dépose par terre, avec la mère de famille qui a un panier en osier avec des petits sandwichs pas de croûte. Puis là, allez pas trop loin, là, les enfants, vous n'avez pas mangé vos bâtons de céleri, là, revenez. Non, c'est pas ça, pantoute. Le pique-nique municipal familial de Tea Lake, c'est un genre de kermesse municipale, OK? C'est un beau carnaval avant le temps, c'est des concours d'habileté, on pouvait gagner des toutous, toutes sortes d'affaires, un ring de boxe. Et c'est surtout la chance de voir une fois par année un gars de la place, M. Cloutier, se transformer pour devenir l'homme électrique. Devant le regard de milliers de personnes, devant lui, il s'assoyait sur une chaise en métal qui est débranchée directement au mur. Alors là, il se trouvait avec la peine d'endurer le courant qui passait partout dans lui. Il pognait un grand néon de 4 pieds, il le mettait bien comme il faut à terre, puis l'autre bout, il se le pluguait dans la bouche. Le néon allumait. Écoute, c'est une affaire incroyable. Une petite ampoule normale, il ajoute son doigt. Ting, ça l'allume. Il dit, vous ne me croyez pas que ma chaise est électrique? Essayez-la. Ah, il y en avait une gang qui voulait essayer ça. Hein? Des adolescents, toi, ça faisait à fil jusqu'à l'autre bord de la rue. Le jeune Goulet, en premier, d'ailleurs, 15 ans, voulait essayer ça. Hey, checkez-moi, les gars, hein, checkez-moi. Ouais, mais je l'ai essayé, moi. OK, là, elle est branchée, là.
OK, c'est correct, je vais m'asseoir. Ouch! Aïe! Il y a vraiment du courant dans cette chaise-là. Monsieur Cloutier, vous êtes mon idole. Il n'y a pas personne qui était capable de s'asseoir là-dessus plus que 2-3 secondes, maximum. Mais lui, Monsieur Cloutier, le seul, l'unique, il n'y a pas de problème. On était une gang à se poser la question, comment ça se fait qu'il y ait que lui qui est capable de faire ça? Écoutez, la rumeur la plus persistante dans la place voulait que ce gars-là, avant de venir rester à T-Lake, il était né dans le coin de Louisville, là, dans le coin de Trois-Rivières. Il aurait fait des affaires bien croches, puis il aurait été condamné à la chaise électrique 3 fois, mais il n'était jamais mort. Non, il s'endurcissait à chaque fois. Mais comme ce gars-là, il ne ferait jamais de mal à une mouche, ça serait surprenant. C'est quand même... Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'en quittant sa chaise à la fin de la journée, il garde toujours un peu de courant électrique sur lui. Alors, à force de pratiquer ces trucs d'homme électrique de semaine en semaine, puis de mois en mois, au bout de 2 ans, il devient électrique à l'année. Hey, là, c'est le potentiel incroyable que ça représente d'avoir un gars dans la place qui a le courant sur lui tout le temps. Justement, Noël 1954, ça, là, c'était un beau moment. Vous savez, le monde qui ne se parle plus depuis une couple de... C'est Noël, le monde recommence à se parler. Dans toutes les maisons où il y avait des parties qui se faisaient, ça allait bien, ça fonctionnait à plein régime. Écoute, ça comptait des jokes jusqu'à pu finir, ça buvait comme des trous, ça mangeait comme des cochons. Il y avait même M. Cloutier qui jouait de la musique avec un orchestre. En plein milieu de la soirée, bang! Panne de courant. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Là? C'est M. Cloutier. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche sa belle guitare brune. Il met son manteau de poêle brun. Il sort dehors. Il s'en va en face de la bâtisse municipale, à côté de la boîte électrique municipale brune. Ah ben maudit. Ah oui, le fil de raccordement principal est tout effiloché et tout pété. Écoutez, c'est du 2000 volts qu'il y a là-dedans. Là. Mais c'est Noël. Hein? Et là, il tient le village au complet, allumé à bout de bras pendant 1h30. En train de venir rouge tomate. Finalement, il arrive un réparateur. Oh! Encore en shaking sur le 2000 volts. Il s'en retourne dans son party. Là, évidemment, il voulait changer d'idée. On ferait pareil à sa place. OK, il repogne sa guitare sèche. Ben oui. OK, on va essayer de penser à quelque chose. Le manche a rallongé, la guitare a fondu. C'est l'invention de la guitare électrique, mesdames et messieurs. Écoutez, il jouait, c'était incroyable, il y avait des éclairs qui se faisaient au bout de ses doigts quand il jouait ses accords. Plus il accélérait, ça flashait autour de lui, ça faisait une espèce de boule de lumière. On était obligé de le regarder avec des lunettes de soleil, la gang. Même qu'au bout d'un temps, là, à force de jouer, puis avec la puissance qu'il générait autour de lui, là, les yeux révulsés dans la graisse de bine, il inventait au fur et à mesure. Pas d'ampli, on l'entendait jusqu'à l'autre bout du village. C'est incroyable. Même qu'à North Bay, en Ontario, on voyait par-dessus la forêt une lueur. C'est quoi ça? C'est qu'il y a là au Témiscamingue, c'est un feu de forêt au mois de décembre. Ça peut pas, ça. Une explosion nucléaire, pas de centrale là. Les Ontariens ont pogné le char, c'est arrivé directement dans le Témiscamingue pour voir là. Écoutez, bobé haché à côté de ça, c'est de la petite bière. Alors, même qu'on s'est rendu compte qu'à force de jouer, le courant qu'il générait, il valait une centrale hydroélectrique à lui tout seul. Et comme il n'était pas loin de la boîte électrique municipale du village, en jouant, il contribuait à éclairer le village au complet. Et, dans les villages avoisinants, on n'avait même pas encore le courant électrique qui rentrait dans les maisons à ce moment-là. Il faisait courir le fil, l'électricité d'un fil. Ça remontait tous les villages du nord du Témiscamingue jusqu'à Relais. Écoutez, il y avait des places, il n'y avait même pas de lobe d'un socket, puis ça allumait. Alors, en quelque sorte, M. Cloutier, c'était un donneur universel de lumière et de modernité.
Et on endort encore des enfants en Ontario en leur racontant la fois où on était certain qu'il y avait une explosion nucléaire sur le Témiscamingue, puis c'était pas ça pantoute. C'était un homme électrique qui jouait de la guitare comme un dieu. Et à chaque fois, les enfants, avec leur petite voix de franco-ontarien, ils demandaient à leurs parents, « Est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes là, maman? » Puis les parents répondaient tout le temps, « Moi, ta maman, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si ce n'est pas vrai, mais demande à ton papa, il a gardé ses culottes avec un trou dedans. Bonne nuit. »